Le changement climatique est l'un des grands enjeux du XXIe siècle. En quelques années, son action a déjà bouleversé notre environnement. Fonte des glaciers, impact sur les cultures, évolution de la faune et de la flore. Les conséquences du réchauffement sont là, et bien là. Et la France n'est pas épargnée. Je m'appelle Sophie Massieu, je suis aveugle et avec ma chienne Ilou, je vous emmène du plateau du Larzac au sommet des Alpes, à l'écoute de ceux qui vivent ces changements au quotidien. Ces bouleversements, j'ai choisi de les toucher, de les sentir, de les percevoir au gré des rencontres, au contact des hommes et des femmes qui doivent faire face à cette nouvelle réalité. Lorsque j'ai commencé à réfléchir au réchauffement climatique, la première idée qui m'est venue, c'est celle de la fonte des glaces. Alors, j'ai décidé de débuter mon périple au cœur des Alpes françaises, dans un site réputé pour ses glaciers, le massif des Écrins. Un patrimoine naturel exceptionnel, mais désormais en sursis. Car le réchauffement climatique est en train d'avoir raison des neiges éternelles. La fin des glaciers a-t-elle sonné? J'ai décidé d'aller voir ce qui se passe là-haut. Fan de randonnée, je n'hésite pas une seconde. Je vais me hisser à plus de 3000 mètres d'altitude. Mon guide dans cette nature sauvage, c'est Abdou Martin. Il nous reste combien à grimper là pour atteindre le glacier blanc? Une éternité. À ce rythme, si tu fais pas plus d'efforts que ça, on n'est pas prêt d'y être. Ok, je vois. Bon esprit. Il est un peu taquin, Abdou. Mais je n'ai plus le choix. Maintenant qu'on est là, il va bien falloir que je le suive. Vas-y. On enjambe ça. Hop. Voilà, s'il y avait de la neige, ce serait quand même plus simple. Hein? Eh ouais. Mais là, c'est hyper aride, hein. On marche que dans des cailloux depuis qu'on a commencé à marcher. Pourtant, on est à peu près à 2000 mètres d'altitude. Ouais, c'est sec, hein. C'est vraiment... par rapport à d'habitude, ça manque de neige, ouais, c'est clair. Puis il fait très chaud, hein. Là, on est quand même assez tôt dans la saison. Chaud, et on a très chaud alors qu'on n'est pas très habillés. Ouais. Là, mais même cet hiver, t'as vu, il a jamais fait vraiment froid, quoi. Les périodes de froid, c'était vraiment très court, quoi. Hein. Des hivers moins froids et des chutes de neige moins importantes transforment la montagne. À moyenne altitude, le manteau neigeux disparaît. Et avec lui, un peu du charme de ce massif. Ce que ça laisse, c'est pas super beau, quoi. C'est du terrain morainique, tu vois, des cailloux qui tiennent pas bien, qui sont pas très sexy, quoi, comme vision. Là, si elles sont hautes, les marches, hein. Mais tu vois, là, ça fait un petit escalier. La montagne est désormais moins belle et plus instable. La neige ne tient plus qu'à haute altitude. Et cette année, il faut monter encore plus haut pour enfin y poser le pied. Alors voilà, là on met les pieds pour la première fois depuis qu'on monte dans la neige. Et on est à 2003 à peu près, 2300 mètres. On l'a dit, la roche n'est pas loin. Hein. Pardon ouais. La roche n'est vraiment pas loin. Pardon. Et en fait, tu vois là, on va arriver au pied du glacier blanc. Ouais. Viens derrière moi là, parce qu'il y a un peu... J'y suis. Ouais. Tu vois, il y a un peu de la flotte au milieu. 3 heures d'effort et d'ascension avant que j'entre enfin dans le territoire de la haute montagne. Celui des glaciers et de leurs pièges.
Sous la couche de neige se cachent des gouffres vertigineux, les crevasses, parfois profondes de plusieurs dizaines de mètres. Avant de nous aventurer plus loin, mon guide renforce notre sécurité. Alors là, tu prépares la corde. Ouais, parce qu'on va sur le glacier là. Et alors, pourquoi c'est nécessaire d'avoir une corde sur un glacier? En fait, si tu veux, il y a des crevasses sur le glacier. Et alors, il y en a qui sont... les crevasses, c'est vicieux, mais il y en a qui sont encore plus vicieuses que les vicieuses. C'est qu'elles sont cachées par un pont de neige. D'accord. Et du coup, tu peux marcher sur la neige et en fait, boum, non. Tu vois, il y a un trou dessous. Bon, on va voir si on s'en sort alors. C'est pas gagné, c'est pas gagné. C'est pas tous les jours que je me laisse attacher, hein. Ouais, je suis chanceux alors. Ouais, il faut que t'en profites. Ok. Après 8 heures d'ascension et 1300 mètres de dénivelé, ça y est, nous arrivons au cœur du massif des Écrins. À 3000 mètres d'altitude, je respire un air d'une incroyable pureté. Je suis récompensée de mes efforts. Mais les effets du réchauffement climatique se font sentir. Ici, les glaciers reculent. Je le savais, mais le constater par moi-même me désole un peu. Certains passages deviennent même dangereux, comme sur le sommet de Neige-Cordier, où de nombreuses courses étaient organisées. Et Sophie, en fait, à droite, là, il y a un sommet, c'est Neige-Cordier. Donc il est là. Ben, en fait, ouais, voilà, c'est ça, un peu plus haut, là, juste là. Voilà. Là, pour l'instant, il y a encore un petit bout de langue de neige qui passe. Dans 15 jours, il n'y en a plus, quoi. Le glacier s'est barré et il a laissé place à du caillou qui est franchement pas du bon caillou déjà, et qui est assez raide, quoi. Le basculement, on va dire, il a eu à peu près il y a quoi, 10 ans, 20 ans? Ouais, on va dire que moi, quand j'ai commencé, c'est ça. Et oui, bien 20 ans, ma brave dame. Hein. Et ouais. La montagne se transforme, vite, très vite. Un phénomène observé de près par les spécialistes. Je profite d'une pause dans le refuge des Écrins pour retrouver Martial Bouvier. Avec son équipe, il s'occupe d'effectuer les relevés sur le glacier blanc. Qu'est-ce que tu as remarqué, toi, à l'échelle de ton temps d'études? Malheureusement, sur toute la série là, des 15 années de mesure, on a un gros déficit parce qu'il y a des années qui vraiment perdent énormément. Hein. Bon, l'année de 2003 que tout le monde connaît, avec la canicule, c'était une catastrophe. Et bon, il y a eu d'autres années qui ont été vraiment pas bonnes non plus. Et la tendance, effectivement, elle est pas très bonne, quoi. Et là, on a des séries de photos constats au glacier blanc qui nous montrent que sur les 20 dernières années, par exemple, on a perdu pratiquement 600 mètres de longueur. 600 mètres de longueur, 600 mètres, c'est voilà. énorme. Ça fait une trentaine de mètres de moyenne par an, voilà. En l'espace de 18 ans, le recul du glacier blanc est spectaculaire. Le voici en 1995, puis 11 ans plus tard, en 2006. Et enfin, 18 ans après, en 2013. Entre la première et la dernière image, l'action visible du réchauffement. Les glaciers, c'est quand même quelque chose au niveau paysager qui est patrimonial, un peu quand même. Hein, pour les alpinistes, on est tous un peu amoureux de la montagne, pour les gens qui travaillent dans le coin. Et de les voir régresser comme ça fait un petit peu mal au cœur, quoi, hein, c'est clair. Hein. Depuis 15 ans, les techniciens du Parc national des Écrins font des prélèvements de neige au printemps et à l'automne. Ces relevés permettent de connaître le volume de glace perdu ou gagné chaque année par le glacier. Une nouvelle carotte. Hop là, il y en a une belle là. Et les années fastes sont un lointain souvenir. Au fond, car regarde, voilà. On a eu une année extraordinaire en 2001 avec des accumulations très importantes, un été qui n'était pas très chaud. Du coup, ça avait gardé de la neige sur tout le plateau très bas, comme ce que le glacier a dû connaître dans la première moitié du XXe siècle, qui lui permettait de fabriquer énormément de glace et de descendre presque 2 km plus bas qu'aujourd'hui. Tac. Voilà. Le glacier descend désormais toujours moins loin vers la vallée. Avec des fontes records,
2015 restera une année noire. Donc c'est une petite carotte, plus faible que ce qu'on avait tout à l'heure. En poursuivant mon périple en montagne, je découvre que les glaciers ne sont pas les seuls marqueurs du changement climatique. La flore permet aussi de les percevoir. Car au moindre signe de redoux, les arbres bourgeonnent, les fleurs éclosent, la nature explose. Il suffit de l'observer. Un travail minutieux, confié à des bénévoles. Sylvain Mousselier est volontaire dans le programme de recherche participative baptisé Phénoclim. Nous allons ensemble faire des relevés sur un épicéa. Eh ben là, tiens, tu vois, regarde, là, ça tombe bien, Sophie, parce que quand on se penche sur ce bout de branche ici, Ouais. eh ben là, on est sur un stade qui est très très fermé. Ouais, voilà. c'est vrai. Voilà. On Et trouve puis bien. juste à côté, à quelques centimètres, celui-là, il est complètement ouvert. C'est beaucoup plus doux quand c'est ouvert, c'est beaucoup plus large. Et voilà. Effectivement, les petites feuilles sont beaucoup plus séparées. Et on voit bien la différence. Ici, quand c'est ouvert, ça fait comme un bouquet. Et voilà. Et par rapport à l'année dernière, il est comment L'année lui dernière, c'était le 26, D'accord, 5 donc- jours plus tard. Il a vraiment fait plus chaud ce printemps que le printemps dernier alors. Peu de neige, beaucoup de pluie, du chaud. Il a pris un peu d'avance, quoi. Il a été ça. bien nourri. C'est ça. Donc en fait, ils se prennent vraiment les changements et les effets climatiques en pleine feuille, j'allais dire. Ouais. C'est-à-dire que Ils ont vraiment. une réaction vraiment immédiate à leur environnement. Comme cet épicéa, la flore de montagne a tendance à fleurir de plus en plus tôt. Notre écosystème est en mutation. Loin des paisibles montagnes et plus au sud, à Montpellier, de nouvelles espèces animales ont commencé à apparaître. Un insecte peu sympathique s'est invité dans la région, le moustique tigre. Son nom à lui seul n'a rien pour me rassurer. Aussi désagréable que dangereux, à l'origine, ce moustique ne vit qu'en Asie. Face à cette nouvelle menace venue de loin, la lutte s'organise. Mais pour gagner la guerre, mieux vaut bien connaître son ennemi. C'est la mission de Grégory Lambert, spécialiste de cet insecte. Et bonjour, Bonjour. bienvenue à l'EID Méditerranée. Merci Grégory. Alors qu'est-ce qu'on y fait ici? Pourquoi vous m'avez donné rendez-vous là? Donc ici c'est le service public de démoustication et de surveillance des moustiques. D'accord. On va voir un petit peu, parler un peu du moustique tigre. Ouais, bon j'espère qu'on le verra pas de trop près non plus. hein. Si, vous allez voir, ils sont très affectueux, ils vont ça. venir vous rencontrer sans problème. Plaisir, bonheur. Allez, on est Par parti, ici. je vous suis. Merci. Merci. Et voilà, c'est donc l'antre L'antre des moustiques des moustiques et des entomologistes. aussi. On trouve souvent les uns avec les autres. On se demande pourquoi. Alors, Ici, on étudie l'envahisseur pour mieux le combattre. Car il pique, mais surtout, il peut transmettre de dangereuses maladies tropicales, dengue et chikungunya. Les pattes. Plus besoin de les ramener dans nos valises, ces virus, on peut les attraper à domicile. Je ne suis pas d'une nature inquiète, mais bon. Et comme je ne peux pas sentir la forme de cette bestiole microscopique, je commence par demander à Grégory de me la décrire. Si on pouvait voir les pattes, ça serait bien. Ce moustique voilà, est bien noir et blanc avec des couleurs très métalliques. Il a des bandes blanches en fait sur l'abdomen et il a on va dire des petites chaussettes blanches sur les pattes et une espèce de ligne derrière la tête et sur le thorax, un peu comme une crête de punk là, qui est très blanche aussi. il est stylé, hein? Ouais, il est très joli. Et pourquoi on dit que c'est un moustique tigre? On l'appelle tigre parce que c'est un moustique qui est très agressif.
Moustique zèbre, ça faisait peut-être pas assez sérieux. Sans rester là-dessus. En 2004, le moustique tigre est détecté pour la première fois en France, à Menton. Depuis, il colonise chaque année de nouveaux territoires. À partir de 2010, on a eu des détections toujours de plus en plus continues vers l'ouest, jusqu'à Marseille. Ah oui. Et puis il a continué à progresser en 2013, jusqu'à l'année dernière, 2014, plus à l'ouest en Gironde. Et Ah puis, oui, ça remonte bien quand même. Oui, voilà. Ouais. Tous les endroits qu'il peut coloniser, en fait, il les colonise. Quoi. Et aujourd'hui, en gros, il est présent dans quoi? La moitié de la France, on peut dire? Ouais, il est installé en fait sur une vingtaine de départements. Donc on sait que un jour ou l'autre, il sera présent un petit peu partout en métropole. C'est sous terre, dans un laboratoire sécurisé, que les scientifiques observent leur adversaire. Grégory m'embarque pour une petite visite. Pourquoi est-ce qu'on est en train d'enfiler ces choses très saillantes? Simplement en fait les procédures de protection en fait dans les laboratoires de quarantaine prévues en fait pour élever des espèces qui sont invasives. Donc par définition, ces espèces ne doivent absolument pas sortir de ce laboratoire. Donc ces blouses, ça permet d'être sûr qu'on n'a pas des œufs, des moustiques qui seraient coincés dans nos habits, voilà, qu'on emmènerait dehors, en extérieur. Ouais. Ça évitera un peu de te faire aussi piquer les pieds. Voilà. Le visage, non, tu nous crois que le visage. Alors le visage, là, il faut se défendre à main nue. Là. Ok. On va y aller, ça sera par ici. Tiens, voilà. On rentre dans les insectariums, là où on élève le fameux moustique tigre. Très bien. Il y a une drôle d'odeur, il n'y a pas que des moustiques ici. Pardon. T'inquiète pas. Je suis peureuse des bestioles. Ah ouais. J'ai un truc là, ça doit être... Alors non, c'est juste le truc de la cage, et c'est ça que tu as dû toucher. Et là, par exemple, on est entouré de combien de quoi? Dizaines de milliers de moustiques? Alors ouais, il y en a, ça va vite, hein. Dans une cage, on en a facilement un bon millier, donc on a 2, 4, 6, 8, 10, on doit avoir dans les 10-15 000 moustiques ici. Alors fais attention, parce que chaque fois que tu vas toucher la cage, en fait, tu as systématiquement les femelles moustiques qui viennent se coller à ton doigt pour essayer de manger un petit peu. Ouais. Sympa les filles. Voilà. Depuis que vous les étudiez ici, qu'est-ce que vous avez appris grâce à ces études qui va nous permettre ensuite de lutter contre eux? Ouais, alors on a appris plein de choses. Hein. Donc on a travaillé sur sa biologie, puis aussi sur sa capacité à rentrer dans ce qu'on appelle la diapause, donc un petit peu l'hibernation. Comment ils font alors en hiver? Alors en fait, la femelle, quand elle va se rendre compte que les conditions deviennent défavorables, elle va programmer ses œufs, hein, les œufs qu'elle va pondre, pour qu'ils n'éclosent pas tout de suite. Et lorsque le jour rallonge et que les températures sont redevenues douces, et à ce moment-là, en fait, ces œufs qui ont passé l'hiver sans bouger vont rééclore et engendrer la nouvelle génération de moustiques de l'année. Je découvre un envahisseur plein de ressources. Non seulement il pond des œufs qui résistent aux rigueurs de l'hiver, mais en plus, le moustique tigre sait profiter des caprices du climat. Est-ce que les changements climatiques ont eu un effet quelconque sur cette présence, sur ce maintien, sur ce développement? Sur une saison, par exemple, sur une saison d'été, plus il fait chaud, plus les cycles de développement vont être rapides. Donc au final, un été chaud, on aura beaucoup plus de moustiques qui seront développés qu'un été froid. Avant de retrouver l'air libre, passage obligé à la soufflerie pour éliminer les moustiques qui pourraient se cacher dans mes vêtements. Bon, je me recoiffe, histoire de retrouver une dignité. Oh. Allez, on est sec et propre. On peut sortir. Voilà. Tiens, regarde, elle tape. Salut ma belle. Tu sais à quoi t'as échappé là? Oui, bonjour. Tu as échappé au moustique tigre. À quelques kilomètres du laboratoire, je pars me frotter pour de vrai aux fameux insectes. À la Grande Motte, des pièges ont été installés par Florian, un collègue de Grégory. Faites voir à quoi ça ressemble le piège? Je peux vous le prendre des mains? Oui. D'accord, donc c'est un seau. C'est un seau avec de l'eau. D'accord. Et avec un morceau de polystyrène où les moustiques vont pondre. Donc le principe, c'est que les moustiques vont pondre sur le petit polystyrène ici. Que nous, on va relever et étudier ensuite en laboratoire, donc compter les œufs qu'il y a dessus. Et alors sur un petit morceau de polystyrène comme ça, qui doit faire
2 cm sur 1,5, tout cassé, je sais pas, ou non, il est carré, 2 sur 2. Il peut y avoir jusqu'à combien d'œufs? Alors, jusqu'à maintenant, moi, j'en ai relevé jusqu'à 500, mais on peut du coup relever plus d'œufs C'est fou. en pleine saison. Là, on est pas encore au maximum. On a retrouvé jusqu'à 800 ou 1 millier d'œufs sur un simple carré de polystyrène. Et 1 millier d'œufs que de moustiques tigres? Que de moustiques tigres, ouais. Ah oui, donc ici, il est vraiment bien implanté. Hein. Voilà, donc le piège de la semaine dernière. Donc concrètement, c'est exactement le même. Alors du coup, j'ose pas mettre les mains dedans. Voilà, donc on récupère le polystyrène et là on peut voir sur le polystyrène des taches noires caractéristiques. Et depuis que vous faites le suivi, on va dire à la grande mode, donc pas uniquement dans ce quartier, vous avez remarqué une évolution? Il y en a de plus en plus? Oui, mais plus le temps passe et plus le moustique tigre est implanté de façon dense sur la région, en plus de coloniser d'autres territoires. Bon, ben on se donne rendez-vous dans une dizaine d'années pour faire le point sur l'avenir de cette petite bestiole. Eh bah ouais, sans problème. On verra si on n'est pas dévoré. Merci. On fera un topo. Merci Grégory. Merci Au à vous. revoir Florian. Chaque jour, le moustique tigre gagne du terrain. Et ce petit insecte peut déclencher une vaste épidémie de dengue et de chikungunya. Il s'agit là d'une véritable bombe à retardement. Je prends conscience des dangers bien réels auxquels nous aurons désormais à faire face. J'arrive à Dol de Bretagne. Ici, ce ne sont pas les moustiques qui menacent, mais les inondations. Un phénomène à prendre d'autant plus en considération que ces dernières années, un peu partout en France, de sévères épisodes pluvieux se sont abattus, parfois de manière dramatique, avec de nombreuses victimes. Dol fait partie des villes qui sont en première ligne. Car le Guyou, le petit cours d'eau qui traverse la cité, est devenu de moins en moins docile. Sur le pont qui surplombe la rivière, j'accompagne Emmanuel Lemoine, un architecte paysagiste. Il est l'un de ceux qui ont imaginé le dispositif qui protège désormais la ville. Voilà, on est rendu à notre cours d'eau. Donc là, on est au cœur de ville, hein. Je l'entends, il y a beaucoup de voitures, je sens bien qu'on n'est pas en race campagne. Donc s'il débordait, qu'est-ce qui se passerait? Il irait directement dans des habitations? Il n'y a rien qui le sépare des lieux de vie en fait? Oui, il y a eu beaucoup d'inondations dans les années passées. Donc l'homme, ils ont toujours essayé de canaliser. On peut voir encore les traces d'enrochement, on voit les murs béton pour essayer de le canaliser un petit peu plus et de le contrôler. Malgré ces différentes interventions, il y a toujours des débordements qui ont été constatés. D'accord. Et avec des maisons inondées, etc. C'était pas juste un débordement dans les rues, j'imagine. Non, ça a causé des problèmes tout à aux gens. fait. C'est bien des inondations qui peuvent mettre en péril les biens et surtout les personnes. En plus, on dit souvent que les périodes de pluie sont pas forcément plus fréquentes, mais elles sont plus aléatoires, plus irrégulières. Elles peuvent être très abondantes d'un coup et s'arrêter vite. Donc il faut trouver des aménagements qui réagissent vite à ça, je suppose. Voilà, quand on est déjà dans des parties historiques comme celle-ci, on ne peut pas supprimer toutes les maisons, bien évidemment. Donc il convient de trouver des dispositifs en amont pour essayer de préserver quand même ces habitations-là. Depuis 2009, la ville a créé des bassins pour accueillir l'eau en cas de crue. Et alors cet aménagement, il occupe quel espace? C'est, j'imagine, plusieurs hectares? Oui, une bonne dizaine d'hectares, pratiquement 14 hectares au total. D'accord. On traverse en fait le premier bassin qui a une capacité de stockage de 60 000 m3 d'eau. Donc toute la partie ici a été creusée, voilà, décapée. Donc en creusant, on a permis de se réapproprier ce marais avec une colonisation à peu près spontanée en fait, de la végétation. D'accord. Donc ce qui permet de rattacher aussi Dol de Bretagne à son identité de marais. C'est ça, on a rendu l'espace à une zone humide au lieu d'un marais asséché. Tout à fait. Lorsque le fleuve monte trop haut, des vannes s'ouvrent pour que l'eau coule vers les bassins et n'inonde pas la ville. Et pour être sûr d'être bien protégé, des pâturages, juste à côté, sont aussi prévus pour accueillir l'eau en cas de crue exceptionnelle. Désormais, la nature n'est plus une menace, mais une protection pour la ville. Celui qui bichonne ces pâturages, c'est Philippe Biou, agriculteur. J'entends son tracteur. Aujourd'hui, il termine de ramasser les foins. Et il a beau être timide, il est tout fier de me montrer son travail. Et moi, touchée par la passion qu'il a pour ce terrain, son métier et les animaux. Hop là.
Alors montrez-moi les bottes de foin que vous avez pu faire. Ah, là, c'est là, madame. Donc, prendre la une déjà. Vous voyez. Regardez. Et alors il y a plusieurs sortes d'herbes là-dedans? Pardon. Ouais, il y a Je vais voir que je tripote ça. Vous voyez. Regardez, rien de santé aussi. Ah, c'est dur. Santé, vous allez voir. Ils sont bons. Ouais, ça sent super bon. Puis alors, en Hein? plus aujourd'hui il fait chaud. Ouais, puis, Et du coup, toutes les odeurs ressortent. Exemplaires. Et puis, en fait, aussi, c'est qu'il y a, c'est que c'est de l'herbe sauvage. Hein. Ouais, c'est ça. Et alors il y a plusieurs sortes d'herbes là-dedans, Vous voyez, j'imagine. là, hein. j'ai même du roseau dedans. Ouais, c'est ça, il y a plusieurs Il y a trucs. du roseau, et il y a de la... Ah oui, le roseau, c'est le truc un peu épais là, c'est ça? Ouais, le roseau, c'est ça, madame. Regarde, sans c'est ça toucher là, regardez. C'est ça, d'accord. Ah, ça, c'est du roseau, ça. D'accord. Et vous avez des orties aussi. Hein. Il paraît que c'est bon pour le corps de l'animal. Bon, on va dire bonjour aux moutons, puis après je vous laisse tranquille. Ouais. Moi j'aime bien les moutons d'Ouessant, en fait, j'adore cette île, alors du coup je suis ravie de voir ces petits moutons. Ouais, bah, Allez, Ilou. là, madame, on va arriver dans la grande herbe. Allez, c'est parti. Vous voyez les fleurs que j'ai coupées? Ah ouais. Ah oui, oui, c'est impressionnant, ça m'arrive à la poitrine. Les plus hautes. Des herbes sauvages et même des animaux, à quelques pas de là. Ah, ils sont noirs les petits moutons d'Ouessant, hein, Ils sont noirs. Il y en a même un tout petit chevreau là. qui seraient nés ici. Ah oui, oui, ah bah oui, bien ici. Hein. C'est génial ça. Ah ouais, ouais. C'est belles les chèvres en plus. Ah ouais, on voit bien, regardez, ils fatiguent pas, ils ont plutôt une belle heureux, peau, beau poil. Ouais, on voit bien. Hein. Puis c'est des vraies tondeuses. Hein. C'est tout écologique, voilà, Voilà. exactement. Ah ouais, il n'y a que le chardon qu'ils n'ont pas l'air de vouloir y toucher. Ah ouais, bah Mais vous c'est le mangeriez vrai, vous le chardon? non, ça Attendez, pique. ça pique, hein. Ouais, c'est clair. Et c'est vraiment bien nettoyé, puis en plus ils ont à boire. Oui, naturellement, avec le tout, cours là, d'eau, c'est ouais. facile. Ouais. Merci monsieur. Au revoir. Aux côtés de Philippe, je sens qu'il fait bon vivre ici. En se protégeant des eaux et en s'adaptant au changement climatique, les hommes ont finalement amélioré leur cadre de vie. Cette forme de sagesse me rassure. J'aime l'idée que l'homme accepte de ne plus combattre la nature, mais de vivre avec. Je pique au sud, en direction des monts du Lyonnais. Ici, ce ne sont pas les inondations, mais la sécheresse qui pose problème. Les éleveurs sont tous touchés dans leur quotidien, et eux aussi doivent trouver des solutions. J'arrive dans la ferme de Florent Sâtre, qui produit du fromage de chèvre. Bonjour. Alors c'est vous Florent? Eh bien enchanté. Voilà. Vous êtes en compagnie de vos petites chèvres là? Je les entendais de loin déjà. Voilà, je suis en train de nourrir les jeunes, Bon. les chevrettes de l'année. Allez Ilou. Voilà les petites chevrettes. On va nourrir un peu. Salut les filles. La ration du midi. Bonjour tout le monde. Alors elles sont combien là? Là, il y en a 18. 18. Cela m'étonne, mais même une activité comme celle-là est affectée par les caprices du climat. Voilà, donc on les nourrit avec une fois par jour avec un granulé équilibré que j'achète et Ouais. une fois par jour avec une ration mélange fermier. Le problème de Florent, c'est justement ce mélange fermier. Un fourrage qui poussait naturellement dans ses pâturages. Mais il se raréfie avec la sécheresse. Là, elles aiment bien les petites céréales que vous cultivez sur vos terrains, elles en raffolent. Hein. Ah oui, ils font craquer le maïs. Ah, elles adorent ça. Et là, quand elles sont petites, ouais, elles sont amiteuses comme on dit, voilà. C'est mignon, hein. Voilà, Elles elles sont, nous bouffent de partout. Bon, elles sont moins mignonnes quand elles se barrent chez le voisin ou quand elles veulent pas manger, voilà. Là, c'est les salbiquettes, quoi. Hein. Voilà, c'est les salbiques. Moi, je me sens bien ici. Hein. Ça fait du bien de prendre l'air de la campagne. On a le bon air. Ah ouais, ça fait vraiment du bien. J'adore. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Ah, il les a vus, les chèvres. Ah, c'est possible. Elles sont où les chèvres, Ilou? Mais alors? Je vais te présenter les chèvres. Attends, t'énerve pas. N'aie pas peur, Ilou, tout va bien. Regarde. Ouais. Oh là là, plein de chèvres. N'aie pas peur. Tout va bien. Allez, Ilou, on y va. On fait la voiture balai, nous. Allez, ma belle. Et attention, essaye de travailler un petit peu. Allez, on y va, les filles. On y va les filles, toi aussi on y va. N'aie pas peur, mais c'est rien. C'est une chèvre. Elle va rien te faire. Allez.
Regarde. Parfait. Voilà, elle est partie. Allez. Florent produit de la rigotte de Condrieu, un fromage de chèvre fermier qui bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée. Ce label exige que 80% de l'alimentation des chèvres vienne de ce territoire. Un objectif désormais difficile à atteindre. Nouvelle surprise, avant de rencontrer Florent, jamais je n'aurais cru que le climat pouvait avoir une influence sur le fromage. On est obligé de pomper dans les réserves de l'hiver pour les nourrir, leur donner du foin. S'il n'y a pas assez à manger dans les prés, si les prés sont tout jaunes, eh bien on donne du foin. Et vous, ça fait 30 ans que vous êtes ici. Est-ce que vous avez remarqué une évolution du climat déjà? Est-ce qu'il fait plus sec maintenant que quand vous avez débuté, par exemple? Oui, je trouve qu'on a des printemps plus précoces et plus secs. Si on fait la moyenne des 10 dernières années, même depuis le début des années 2000, moi je pense qu'on a avancé la période des foins de 15 jours. Ah oui, c'est énorme. 10-15 jours. Avant on était en plein foin en juin, quoi. Vers le 10 juin on était en plein foin. Maintenant, vous voyez, cette semaine j'ai fini les foins. Oui, on est le 25 mai. Et pourtant on n'est pas une année extrêmement sèche. Ni extrêmement chaude. Voilà, on a des printemps plus secs, on a des années plus chaudes. Pour que les éleveurs continuent à nourrir leurs chèvres avec les plantes du terroir, il faut trouver des variétés plus adaptées. Depuis 3 ans, Florent travaille avec Michael, un spécialiste des fourrages. Ensemble, ils ont semé de nouvelles espèces dans une prairie d'essai. Désormais, Michael les observe à la loupe pour identifier les variétés les plus résistantes. Tu montes, Ilou? 5 mètres. J'avance avec lui en promenant la main dans la luzerne, les trèfles et les boutons d'or. C'est pour ça qu'il faut. C'est quoi alors cette petite fleur? On connaît ça, non? Ça, c'est le dactyle. C'est ça le dactyle, d'accord. Voilà. Parce que ça, on connaît, on en voit beaucoup, non? C'est une espèce courante? C'est une graminée courante. Celui-là, il est facile à reconnaître. Ouais. Et sa qualité première, c'est qu'elle résiste à la sécheresse. Donc on va faire le prélèvement ici, là. D'accord. Allez, 2 fois par an, Michael vient recueillir des échantillons. Et puis c'est bien aussi si on veut faire un peu une Ils seront ensuite analysés en laboratoire. On va faire un peu le coiffeur. Il faut que ce soit bien calé le cercle là, enfin le carré plutôt. Allez, c'est parti. Objectif, évaluer la valeur nutritive et la capacité d'adaptation des plantes. Où c'est toi, tu vas te faire pondre les fesses? Il y a des prairies où il y a 7-8 espèces, parce qu'en fait, il y a certaines qualités de fourragères qui vont compenser les défauts des autres suivant les périodes et suivant les stress climatiques qu'elles vont subir. En fait, pour répondre à la variabilité des épisodes, trop pluvieux ou trop secs, voilà. Il faut aussi prévoir plein de variétés d'espèces végétales mélangées, comme ça, avec un peu de chance, s'il y en a une qui est trop chère, l'autre elle va prendre le relais. Voilà. Allez, je vous prends le seau. Hop là. Je me rends un peu utile. Hop. Mélanger les espèces peut être le remède à l'assèchement progressif des prairies. Un espoir pour l'ensemble des éleveurs de la région. À mes yeux aussi, le témoignage de leur inventivité. Au centre de la France, à Vierzon, l'homme fait aussi appel à son intelligence pour préserver la forêt. À l'ombre des grands chênes de la Futaie, je ressens la fraîcheur du massif forestier. Un microclimat aujourd'hui menacé. C'est Alexis Hachette, forestier à l'Office national des forêts, qui sera mon guide dans l'un des plus grands massifs de la région. Donc ici, on a vraiment une forêt qui fonctionne bien, qui a un bon équilibre, une bonne dynamique forestière. C'est ça le mot-clé pour une forêt, c'est l'équilibre en fait. Oui, les arbres sont ensemble et font face aux aléas climatiques ensemble, à l'éventuelle pénurie d'eau, aux chaleurs, au froid. L'union fait la force. L'excès d'eau, exactement, c'est ça. C'est notamment le vent, l'action mécanique du vent. Les arbres qui sont serrés balancent beaucoup moins, par exemple. Et oui. Les arbres aussi, comme ils sont serrés et que le sol n'est pas colonisé par une végétation qui leur prendrait l'eau, eh bien, profitent davantage de la ressource en eau du sol. C'est un tout. Un mélange réussi, fruit du savoir-faire des forestiers.
On est dans le secteur le plus beau de la forêt de Vierzon, issu de ces travaux des forestiers du 19e siècle. Et à l'époque, on a privilégié le chêne. On était dans la croyance que le forestier pouvait, parce qu'il le voulait et qu'il allait travailler, installer du chêne partout. Et ça s'est révélé faux. Ça s'est révélé faux parce que les terres sont ingrates, parce qu'il y a beaucoup de zones marécageuses et qu'il y a eu des échecs. Des échecs parfois spectaculaires, comme dans cette partie du massif. Ici, je sens que la forêt n'est plus la même. Plus de bruissement de feuilles, ni d'ombre rafraîchissante. Oui, oui. Autour de moi, les chênes pédonculés n'ont pas survécu aux écarts du climat. Là, on a des images qui sortent de l'ordinaire avec tous ces arbres morts qui sont des chênes pédonculés. Il y avait trop d'arbres par rapport à la nourriture disponible dans le sol, c'est ça? Alors oui, il y avait trop d'arbres par rapport à la nourriture et à l'eau surtout disponible dans le sol. D'accord. Et l'eau qui se raréfie ou pas? Depuis que vous travaillez ici, vous avez le sentiment que l'eau dans le sol, elle diminue ou pas? Alors ça dépend des saisons. On a toujours des périodes caniculaires ou de sol sec en période estivale. Par contre, l'hiver, on a une recrudescence d'inondations. Et ça aussi, c'est très préjudiciable à la santé des arbres. On va dire qu'ils sont mis dans des contradictions majeures en termes de fonctionnement du sol, inondé ou archi-sec. Cette multiplication d'épisodes très secs et très pluvieux, ça s'est accentué ces dernières années? Alors les épisodes très pluvieux, oui, particulièrement sur les 3 dernières années, parce que en fait, des gens qui sont nés ici, qui sont en forêt depuis tout petit, et qui ont maintenant 50 ans, 70 ans, nous ont dit qu'ils n'avaient jamais vu autant d'eau sur le massif forestier de Vierzon-Vouzeron ces 3 dernières années. On va voir ces arbres? Oui. Mais là, de la végétation, on en a plus haut que la taille. Sur les chênes. Ok, donc ça, là, on est en train d'enjamber des chênes morts, on est d'accord? Voilà. Tomber. Exactement, tomber naturellement. Et on va arriver Ilou et notre arbre. À notre chêne. Alors là, l'écorce est décollée et elle n'en a plus pour longtemps pour tomber à terre. Oh là là! Donc là, on voit bien l'écorce, elle tient plus du tout. Non, elle est prête à tomber et puis si on tire dessus, elle va tomber. Mais c'est impressionnant. Le pauvre arbre, là, il est debout mais mort, en fait, complètement mort. Il est complètement mort. Il va tomber lorsque son système racinaire sera pourri. Et ça met un certain temps. Ouais, parce que là, par contre, si j'avais pas touché l'écorce qui s'en va, je me serais pas rendu compte que l'arbre est mort. Parce que souvent, moi, les arbres morts, je les reconnais au son. En fait, ils sonnent un peu creux. Oui. Et là, c'est pas le cas, à part cette partie-là. Oui. Alors, si cette écorce tombe, il y en a 3-4 mètres de hauteur qui va nous tomber dessus. Oui, alors on va essayer de pas trop la secouer. Non, exactement. Reste là, copine, avant qu'on s'en aille. Est-ce que les arbres sont finalement des victimes premières et directes du climat, des changements des climats, à votre avis? On va dire oui, mais non. Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Alors on va dire oui parce qu'en fait, généralement, c'est un événement climatique qui va être le facteur déclenchant. Oui. On va dire non parce que, en fait, c'est la suite d'un parcours. C'est le bout de la route pour cet arbre. Pour ne pas subir le climat, les forestiers ont remodelé toute une partie de la forêt. Sur cette parcelle, ils ont abattu des chênes pédonculés, trop fragiles. Et ils ont fait un pari sur l'avenir en plantant une nouvelle espèce. On est devant un très très beau plan, là, on peut s'accroupir. Donc il est un peu devant. J'ai jamais vu un arbre aussi petit. Cela dit, c'est marrant, ça sent déjà le conifère. On sent déjà... La résine? Ouais. Oui. Et pourquoi est-ce que vous avez planté ces espèces plutôt que, cette espèce de pin sylvestre plutôt qu'une autre? Vous pensez que c'est ce qui va le mieux résister aux aléas climatiques des années à venir? C'est ça l'idée? Oui. Effectivement, c'est un compromis par rapport à nos contraintes de sol, à nos contraintes de climat. Et en fait, on s'engage pour environ 80-100 ans avec des pins sylvestres. D'accord. Et ça nous semble un bon compromis par rapport au sol. Oui. Donc en fait, pour avoir une forêt durable, il faut y penser maintenant, quoi. Pour qu'en 2100, il y ait encore quelque chose ici, il faut essayer de prévoir quel va être le climat, comment va évoluer le sol, etc. Voilà.
Plus au sud, dans les Alpes de Haute-Provence, l'eau se raréfie aussi. L'air est sec, imprégné des senteurs d'une végétation roussie par le soleil. Une année sur 3, la sécheresse menace les cultures. Les agriculteurs ne comptent plus sur les pluies. Ils doivent arroser leurs champs. Mais comment faire avec une eau plus rare? Il faut en dépenser le moins possible. Alors depuis peu, les agriculteurs expérimentent une nouvelle technique. À Reillanne, Patrice Brun, le cultivateur, et Jean-Vincent Eckenroth, le technicien de la Société du Canal de Provence, font désormais équipe. Donc là, on est sur la retenue qu'on a fait en 1985, à l'époque avec l'association des Alpes sèches. Le nom indique vraiment un problème récurrent dans la région. Oui, tout à fait. 15 000 mètres cubes d'eau de pluie ont ruisselé des collines jusqu'à ce bassin. Sans cette réserve, rien ne pousserait dans les champs de Patrice. Vous avez combien de retenues d'eau aujourd'hui? Là, on a 3 retenues. Vous en avez 3. Donc on a 45 000 m3 de capacité. Et avec ça, vous n'êtes pas sûr d'aller jusqu'à la fin de saison? Voilà, on a toujours l'incertitude d'avoir une fin de saison difficile. Il faut vraiment qu'on assure nos cultures. On ne peut pas se permettre de faire la culture et de ne pas arriver au bout. Ouais, c'est ça, parce qu'ici, sans irrigation, ça ne pousse pas. Voilà. C'est ça. On n'a rien. Ouais. On n'a rien. Est-ce que vous avez plus de problèmes de sécheresse maintenant que quand vous avez commencé votre carrière ici, oui. par exemple? Oui. C'est certain. Avant, on faisait, sur l'exploitation, on arrivait à faire la culture de la courge, on arrivait à la faire sans l'irriguer. D'accord. Rien qu'avec les orages qu'on avait pendant l'été, c'est une culture qu'on arrivait à passer. Alors qu'aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, c'est une culture que si on la fait au sec, on ne ramasse plus rien. Plus d'orage en été, et pour Patrice, la nécessité de s'adapter. Moi, j'entends le tchic-tchic-tchic-tchic, un peu caractéristique de l'arrosage, on va dire classique, hein, c'est ça? Voilà. Jusqu'à présent, Patrice utilisait un arrosage traditionnel, l'aspersion. Une méthode qui atteint aujourd'hui ses limites, car trop gourmande en eau. La solution, il l'a peut-être trouvée sous terre. Patrice mène une expérience avec Jean-Vincent sur une parcelle test de son exploitation. Ici, l'eau est envoyée directement aux racines des pastèques. Là, il y a déjà un petit fruit. On va éviter. Tant qu'à faire. Alors, tu fais attention, Ilou, je sais que c'est un obstacle peu ordinaire. Elle n'est pas habituée, oui. Non, à éviter les pastèques? Pas vraiment, je vous le confirme. Pour le moment, ça ressemble un peu à un radis de forme. C'est comme si c'était un gros radis. Voilà, après là, il y en a un. On en a qui sont plus avancés, voilà. Et alors, comment ça se passe, le goutte à goutte enterré? Je ne peux rien toucher, là. Tout l'intérêt du goutte à goutte, c'est qu'il ne gêne pas les passages de tracteurs, etc., les travaux du sol. Faites voir, c'est ce que vous avez dans les mains? Oui. Non, j'ai entendu des petites choses bouger dans vos mains. Pardon. Donc c'est ça, d'accord, on enterre ça. On le met à quelle profondeur? À 30 cm à peu près, entre 30 et 40 cm. D'accord, et l'eau, elle sort par là, par ces petits trous-là? Alors, il y a des petits trous tout au long du tuyau. Et alors, le principe, c'est qu'en fait, on va arroser par la racine, si on met sous terre. On n'arrose plus les feuilles comme avec l'aspersion. Voilà, tout à fait. Grâce au goutte à goutte, plus d'évaporation ni de perte. Patrice pourra faire face aux sécheresses. Aujourd'hui, seules 2 exploitations expérimentent ce système dans la région. Mais si demain, l'eau continue à manquer, j'imagine que l'irrigation par goutte à goutte pourrait devenir la norme. Mais parfois, s'adapter n'est pas suffisant. Mieux vaut partir. Face à la sécheresse, certains reprennent à zéro sur de nouvelles terres. C'est ce que je vais découvrir lors de la dernière étape de mon voyage sur les contreforts du plateau du Larzac. Je retrouve Alain Cojol-Gasset, un vigneron. Il a pris un temps d'avance sur le climat
en implantant son vignoble à 400 mètres d'altitude. À quoi ça ressemble le paysage autour de nous? Il y a beaucoup de vignes en dehors des tiennes. Quand on regarde au-delà, sur le versant, on s'aperçoit que la vigne ne représente vraiment pas grand-chose, peut-être moins de 5% de la surface occupée. Le reste, c'est des pâturages, c'est ce qu'on appelle ici des bartas, c'est-à-dire des bois qui sont aujourd'hui inexploités, sauf peut-être de temps en temps des chèvres. Et c'est la transition avec ce qui va se passer au-dessus en altitude, c'est-à-dire le Larzac, qui est évidemment pas un pays de viticulture, mais qui est un pays d'élevage purement, quoi. Alors voilà, ça c'est une jeune vigne. Alors on peut rentrer? Bien sûr, tu peux rentrer, bien sûr. Voilà. Ah, là, il y en a un qu'il faut vraiment faire. Il est par terre, juste devant toi, il y a un sarment par terre. Là. Hop. Ah oui, il est tout petit. On approche la branche du C'est ça, la branche principale. Ouais. On fait le tour. Voilà. Depuis combien de temps tu es installé ici, toi, à 350? Alors, ça fait maintenant 4 ans que je suis sur ce nouveau domaine. Ouais. Et pourquoi ici Pourquoi avoir changé? Alors, j'ai choisi cet endroit vraiment pour me mettre à l'abri des risques de changement climatique que j'ai commencé à vivre avec certaines difficultés quand même sur l'ancien domaine dans lequel je me trouvais. Qui était plus bas en altitude? Qui était plus bas en altitude, qui était également sur une zone extrêmement rocheuse. C'était vraiment très aride, quoi. C'était un superbe terroir, mais très aride. Et j'avais des problèmes de sécheresse importants qui se traduisaient entre autres par le fait que je produisais vraiment pas beaucoup de raisins à l'hectare, quoi. Voilà. Et donc, ici, les rendements sont meilleurs? Ah oui, c'est incomparable. Mais ça va du combien au combien? Simple, je ne me rends pas compte, simple double? J'étais entre 10 et 15 hectos à l'hectare à l'époque de mon ancien domaine. Ici, je suis plutôt de l'ordre de 35 à 45, quoi. Donc c'est presque le triple, c'est presque le simple triple. Tout ça en ayant pris combien de mètres d'altitude? Une centaine, entre 100 et 150 mètres. Mais au-delà de ça, c'est surtout la pluviométrie. La pluviométrie est vraiment différente. Plus on se rapproche du Larzac, plus il pleut. Voilà. Et meilleur c'est pour la vigne. Et meilleur c'est pour la vigne, c'est sûr. Là, il y en a un qui est affalé par terre. Ah bah oui. Son attache a cassé. Non, ça c'était... ça c'est un autre pied. Ouais, voilà. Alors toi, t'étais quoi? T'étais couché, mon pauvre ami? Il était couché, lui, ouais. Bah alors, c'est la grasse matinée, hein. Bah c'est fini, la grasse mat. Allez, reste debout. Quand tu viens dans tes vignes le matin, dans quel état d'esprit es-tu? La vigne, ça génère un milieu apaisant, en fait. On peut venir avec ses soucis, bien entendu. Bon, je dis pas qu'on ressort de là guiré comme un pinson tous les jours, mais en réalité, c'est vrai qu'il y a un effet vraiment zen dans une vigne, quoi. Après, faut aimer un peu la solitude et la patience, quoi, parce que c'est vrai qu'on se retrouve seul à devoir faire 5000 fois le même geste sur une parcelle. Voilà, il faut être fait pour ça. Il y a un état d'esprit à avoir quand même pour résister à ça, quoi. Moi, ça me va très bien, j'ai pas de problème avec ça, quoi. On n'est pas complètement seul, hein. Il y a nos copines les cigales qui nous lâchent pas, qui chantent tout le temps. Ça, c'est pas mal. Continue, ça va. À 400 mètres d'altitude, ça va à peu près. Alain est aujourd'hui à l'abri de la sécheresse. Là, par contre, ce serait bien. Mais le vigneron se projette déjà dans le futur. Dans 50 ans, les coteaux seront peut-être trop secs. Alors, il a décidé de cultiver des vignes encore plus haut. Pour les voir, je dois faire un petit voyage en tracteur. Moi, j'adore. Mais Ilou, un peu moins. Ça va, la coctelera, ça s'est bien passé? Moi j'ai bien aimé, mais elle... Ah oui, elle est un peu stressée, elle n'a pas réussi à se détendre. Et tiens. Attends. Vas-y. Alors là, où est-ce qu'on est arrivé? Alors voilà, maintenant, on est sur le plateau du Larzac, carrément. D'accord, donc à quoi? 700 mètres d'altitude? On est à peu près à 700 mètres d'altitude. Et sur le plateau, il y a actuellement 2 parcelles en vigne. Et alors, avec quel résultat? Comment ça fonctionne? Pour le moment, c'est encore un résultat qui reste largement à parfaire, puisqu'il n'y a pas eu de récolte encore dans cette parcelle.
Je pense que les conditions météo dans les médias sont encore un peu limites pour assurer une production presque à coup sûr. Et ça pourrait être un terrain d'avenir si les températures venaient à monter, par exemple? Oui, bien sûr. Je pense que c'est une manière d'anticiper l'avenir. Peut-être qu'un jour, on sera, en effet, ça sera facile de cultiver de la vigne sur le plateau. Pour le moment, c'est encore un peu tôt, mais je pense que dans l'avenir, ça viendra, oui, certainement. Une vigne chétive qui attend son heure. Car dans quelques années, aidée par le réchauffement climatique, peut-être donnera-t-elle un grand cru. Avoir toujours un temps d'avance. Je ressors de mon voyage en me disant que la solution est là. Face à la force des éléments, la bataille est souvent perdue d'avance. Ce sur quoi l'homme peut en revanche compter, c'est sa créativité, son sens de l'adaptation, son intelligence en somme. Voilà certainement le moyen de réussir cette nouvelle étape de notre évolution.